Chers invités, chers auditeurs, bonjour si vous n'étiez pas là aux précédentes conférences. Donc, nous poursuivons ce programme de conférence qui s'inscrit dans le cadre du forum DigiCloud Africa sur le thème de la transformation digitale des entreprises et des organisations africaines. Je vous rappelle que le forum a donc ouvert ses portes ce matin, ses portes virtuelles bien sûr, et durera durant 3 jours jusqu'à vendredi soir. L'ensemble du programme est accessible via l'onglet Programmes sur la plateforme que vous pouvez retrouver à travers le site web www.online.digicloud.ma. N'hésitez surtout pas à solliciter nos partenaires éditeurs, constructeurs et experts en transformation digitale pour des rendez-vous B2B. Il vous suffit d'aller dans l'onglet Partenaires et de sélectionner les entreprises qui vous intéressent et de proposer des rendez-vous en one-to-one. Si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas également à nous solliciter en allant dans l'onglet Organisation. Nous sommes toute une équipe en backup à disposition pour faire en sorte que l'événement se déroule au mieux. Sans plus attendre, nous accueillons ce matin Xavier Poisson, qui est VP Cloud au niveau mondial de la société HPE, et Christophe Fontaine, directeur des opérations Afrique de la même société HPE, qui vont aborder le thème vers une infrastructure digitale sécurisée et verte pour l'Afrique. Si vous avez des questions, nous y reviendrons dans la mesure du possible et du temps imparti durant ce webinaire. Sinon, sachez que vous pourrez également solliciter nos speakers dans l'onglet du même nom, Speaker, sur la plateforme DigiCloud Africa. À vous deux, je vous souhaite un excellent webinaire, Xavier et Christophe, et à tout à l'heure. Merci. Merci Christophe, merci, bonjour à tous. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette présentation. Vous allez voir, on va parler de l'Afrique, mais pas que de l'Afrique, on va parler bien évidemment de la transformation digitale en Afrique. Donc je vais commencer par quelques cotes qui sont des cotes intéressantes et qui représentent réellement ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Cette cote de MNS Consulting Analysis explique qu'en 2018, 1,3% des centres de données étaient présents en Afrique par rapport au reste du monde. Vous imaginez la possibilité, les croissances que l'on peut avoir sur la présence de ces centres de données en Afrique. C'est très intéressant de prendre ce chiffre, parce qu'on était en 2018, mais on voit qu'il y a eu beaucoup d'évolutions. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe et les visions que l'on a, par exemple, avec Research and Market, on s'aperçoit que la croissance sur les 4 prochaines années va être au-delà de 50% pour les centres de données et pour la partie cloud, jusqu'à 80% par an. Ça veut dire que la vraie croissance, elle va être assez exponentielle sur les prochaines années. Et si on réfléchit un petit peu et on essaie de se poser la question, mais comment et quel va être l'impact pour l'Afrique? Voici une cote que j'aime beaucoup, parce que cette cote, elle vient de Xavier. Xavier, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien entendu. Et bonjour à toutes et à tous. Oui, la transformation digitale peut aider le continent africain à augmenter de sa part de commerce intracontinent. Donc là, c'est quelque chose qui est intéressant parce que on voit que l'évolution du produit intérieur brut au niveau du continent, il passe aussi par les échanges. Et les échanges, si on regarde le commerce intra-africain par rapport au total du commerce que fait l'Afrique, eh bien, il n'est que de 17%. Et quand on regarde dans d'autres régions ce qui peut se passer, on s'aperçoit qu'en Europe, par exemple, c'est 63%. Et donc, si on était capable tous ensemble d'augmenter cette part du commerce intra-africain, je pense qu'on pourrait également arriver à une augmentation du produit intérieur brut au niveau du continent. Et alors, ce qu'il faut voir, c'est que la donnée et la transformation digitale vont jouer un rôle important parce que dans le passé, les échanges, c'était surtout des biens physiques. Mais avec la transformation digitale, ça va être aussi des biens physiques complétés par des biens virtuels, c'est-à-dire des données qui accompagnent les biens physiques. Et je pense souvent à l'exemple très très simple pour que ça marque un petit peu les esprits d'un scanner, d'un appareil pour faire de la radiographie. Dans le passé, c'était un appareil photo analogique, et aujourd'hui, sa valeur, c'est une partie analogique et physique et une partie logicielle. Cette partie logicielle, c'est la transformation numérique qui va permettre de monitorer effectivement l'appareil ou envoyer des informations aux médecins ou mieux soigner les patients. Et toute cette partie-là est en train d'arriver. Et ce que nous pensons, c'est qu'avec la transformation digitale, eh bien, les échanges entre pays au niveau des échanges et de la valorisation de la donnée sont un vecteur d'accroissement du produit intérieur brut global pour l'Afrique. Alors Xavier, c'est super intéressant ce que tu dis. En plus, quand on regarde un petit peu ce qui se passe sur le continent africain, revenons sur le continent africain. Le continent africain, c'est plus grand que les États-Unis,
la Chine, l'Inde et toute l'Europe réunie. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de cet énorme continent et de l'impact que ça peut avoir sur les interconnexions. Et si on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer, il y a une vraie transformation qui arrive en Afrique, puisqu'il y a peu de temps, il y a eu l'annonce Tout Africa. Alors, qu'est-ce que c'est que cette annonce? C'est un grand faiseur dans le digital qui s'appelle Facebook. C'est rapproché de sociétés plutôt telco, des sociétés comme MTN, Orange ou autres, pour justement mettre en place un câble qui va être déployé aux alentours de 2023-2024. Et la puissance, la capacité de ce câble est jusqu'à 3 fois plus supérieure à tous les câbles qui sont présents en Afrique. Donc, ça va être colossal et ça va participer justement à des nouveaux échanges en Afrique, mais aussi en dehors de l'Afrique, avec l'Afrique et les continents qui sont les continents proches. Alors, c'est très intéressant parce que l'impact, il est bien évidemment sur ce marché et le marché du continent africain. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur le nombre de data centers, je l'ai déjà évoqué avant, mais on sait que sur 2020 et 2025, la croissance du nombre de data centers en Afrique va être de 12% par année. Hein, donc ça, c'est la partie forecast, bien évidemment, de reportlinker.com. Et on sait très bien que parmi vous en tant que client, vous allez justement mettre vos données dans ces data centers. On va parler de cloud public, on va parler de cloud privé. Vous savez que la majorité des clouds publics faits par les hyperscalers sont aujourd'hui en Afrique du Sud. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous devez avoir la capacité de mieux gérer vos clouds. Alors, si on commence à réfléchir comment mettre en place justement en Afrique des nouveaux data centers de nouvelle génération, mais qui vont aussi utiliser les dernières technologies, il est important de voir quelles sont les tendances. Et parmi ces tendances, bien évidemment, on va parler de la tendance de mettre la donnée à the edge, et Xavier va revenir là-dessus juste après, mais on va aussi parler de nouvelles tendances dans le domaine du stockage, et c'est là que Hewlett Packard Enterprise, nous, on est un des leaders dans le domaine du stockage, et on va parler de technologie 100% flash, on va parler d'infrastructures de très haute performance, et c'est là où aussi on va pouvoir vous présenter, et je vais y revenir par la suite, des technologies qui vont justement vous aider à déployer ces data centers. Et bien évidemment l'humain, puisque l'humain, il doit être capable d'avoir la maîtrise de ces environnements-là. Et c'est là où aussi on va pouvoir vous aider, puisque vous allez voir qu'on va vous aider à vous, grâce à notre écosystème, à être compétent sur ces domaines-là. Alors, je voulais juste revenir sur des points qui sont essentiels sur la transformation digitale. Le vrai challenge qu'on a aujourd'hui, c'est notre capacité à réagir en temps réel. Et on s'aperçoit qu'on a besoin d'être de plus en plus réactif, actif, et ce temps réel aujourd'hui devient aussi une contrainte. Et pour pouvoir répondre à ces contraintes et avoir cette capacité d'être actif, il va falloir tenir compte des 3 piliers qui sont les 3 piliers essentiels de la transformation digitale que l'on maîtrise et qu'on connaît très bien chez Hewlett Packard Enterprise. Et le premier pilier, c'est la technologie. Il faut parler d'innovation, il faut vraiment se poser la question comment se redéfinir dans un écosystème, l'écosystème que vous connaissez, et essayer d'avoir une vision pour justement, par exemple, libérer la puissance de vos données, et je vais revenir par la suite. Mais la technologie, ce n'est pas tout. Bien évidemment, quand on parle de nouvelles technologies, il faut former, il faut créer, il faut innover, il faut renforcer ses compétences. Ça veut dire que tous vos collaborateurs doivent eux aussi être impliqués dans cette transformation digitale. Et ça doit être une transformation qui est inclusive et non pas exclusive. Et bien évidemment, la partie économique est essentielle. On a tous envie de mettre tous les moyens pour réussir dans la transformation digitale. Mais au travers de cette transformation digitale, il faut avoir les moyens, il faut optimiser les coûts. Et bien évidemment, créer la plateforme qui répond à vos besoins et réduire tout ce qui n'est pas nécessaire par rapport à votre transformation digitale. Et quand on prend tout ça, bien évidemment, on peut aussi imaginer ce qui va se passer à the edge, donc à la périphérie. Et là, je pense que Xavier, tu as des choses intéressantes à nous dire. Oui, ce qu'il faut bien voir, c'est que quand on parle de transformation digitale, on parle effectivement de mutation de produits ou voire de services du reste, de services qui sont des relations interpersonnelles qui vont se transformer, comme je l'ai dit, en une partie physique et une partie logique. Cette transformation, elle se fait à différents endroits. Et le premier endroit où elle va se faire, c'est ce qu'on appelle aux extrémités, c'est-à-dire dans les villes avec des capteurs qui vont envoyer quelque chose, une information qui va être capturée sur l'environnement ou sur du trafic ou sur comment fonctionne un appareil. Et on voit qu'il y a une explosion des données et des objets connectés, ce qu'on appelle edge aux extrémités. On voit que 55 milliards d'objets seront connectés en 2022. On voit que 50% des données seront créées aux extrémités. Donc, quand on pense,
C'est colossal. Donc, quand on pense transformation digitale, il ne faut pas voir uniquement ce message des clouds publics. Il faut regarder également qu'est-ce qui va se passer dans la transformation des processus et des métiers directement aux extrémités. Comment, effectivement, dans un champ, on va pouvoir surveiller des cultures, comment on va pouvoir surveiller une pluviométrie, et donc ensuite, à partir de là, et ça c'est aux extrémités, et toutes ces informations doivent être capturées et traitées aux extrémités. Pourquoi? Parce que des fois, il n'y a pas le temps de la latence pour entre une extrémité, le cloud, et que ça revienne. Donc, avoir des systèmes qui puissent déjà aussi traiter toutes les informations aux extrémités dans un mode cloud, et on peut le faire puisque le cloud, c'est pas simplement un nuage, c'est une expérience, j'y reviendrai, c'est une expérience qui permet de traiter d'une manière orchestrée des pools de ressources, et ça, on peut le faire aux extrémités. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a un très, très faible pourcentage des applications qui sont dans le cloud aujourd'hui. Vous le voyez au travers de cette slide. Et aujourd'hui, quand on regarde la manière dont sont faites les applications, il y a aussi une réflexion à se poser pour la transformation digitale. Au-delà de considérer ce qui va se faire aux extrémités, il faut voir comment on écrit les applications. Et de telle manière à travailler dans un mode cloud, et je ne parle pas de travailler dans le cloud, dans un mode cloud, il faut écrire ces applications dans un certain mode qui s'appelle native cloud, qui permet aux puissances informatiques de s'accroître ou de diminuer en fonction des connexions. Et là aussi, il y a tout un aspect technologique à embrasser de telle manière à ce que le code qui va être écrit puisse véritablement répondre à ces besoins de travailler en mode cloud. Et puis surtout, et ça, je dirais, c'est une passion pour moi, c'est la donnée. On ne va pas se mentir, aujourd'hui, les données explosent sur le marché. Et l'Afrique ne déroge pas à la règle. On parle de 175 zétabytes en 2025, 175 zétabytes de données dans le monde. Ce qu'il faut regarder, c'est que simplement 80 à 85% des organisations, enfin 80, c'est pas simplement 80 à 85% des organisations n'arrivent pas à donner un sens à ces données. Il faut se poser la question de savoir comment on va pouvoir interpréter ces données, comment on va pouvoir les traiter au bon endroit, c'est-à-dire aux extrémités, dans votre data center, dans un cloud national, et véritablement faire en sorte que cette donnée elle puisse circuler, s'enrichir, et qu'à chaque fois, on puisse en tirer quelque chose qui va servir aux échanges dont j'ai parlé un petit peu plus tard. Mais donc, il y a toute une réflexion à avoir sur l'organisation des données et quel sens on donne aux données. Bien sûr, ça doit se faire dans un continuum. Ce que Hewlett Packard Enterprise a comme vision, c'est d'être ce qu'on appelle de Edge to Cloud Platform as a Service Company. Notre vision, c'est de permettre à chacun d'être un cloud dans un réseau de cloud. Comme je l'ai dit, le cloud, c'est une expérience, ce n'est pas une destination. Chacun doit pouvoir travailler en mode cloud et collaborer avec les autres qui travaillent en mode cloud. Et notre vision, c'est véritablement de délivrer à nos clients une expérience unique de consommation à l'usage de leurs ressources IT, en passant par cette informatique de proximité, les centres de données et les fournisseurs de cloud de confiance locaux. Et je vais m'arrêter un instant là-dessus parce que c'est pour moi quelque chose de très, très important. Je pense qu'on n'a pas abordé le problème de la sécurité, on y reviendra un petit peu plus tard, mais je pense que la donnée est véritablement l'essence de la valeur d'un pays. Et si cette donnée, elle est confiée à des tiers qui ne sont pas forcément, je dirais, nationaux, cela peut poser des problèmes à terme. Donc, nous militons pour de la création de fédérations de cloud africains qui vont ensuite permettre, et construites en partenariat entre les États et les organisations privées, de telle manière à fournir ces espaces centraux qui fonctionnent en mode cloud et qui vont pouvoir dialoguer avec des extrémités, des clouds privés dans des organisations publiques ou privées, de telle manière à présenter à l'intégralité à la fois des citoyens et des entreprises la valeur des données pour que l'évolution économique puisse procéder. Xavier, lors de la présentation que tu feras lors de la table ronde, il me semble que c'est un sujet que tu abordes avec pas mal de clients et oui. Le retour est super positif. Oui, les retours sont vraiment énormes. Je dois dire qu'il y a une opportunité en Afrique qui est gigantesque.
surtout qu'il y a de la valeur qui est créée un petit peu partout. Et si cette valeur peut être mise en commun, et là je pointerai sur un exemple d'initiative qui a été fait en Europe qui s'appelle GaiaX, qui justement vise à faire ce genre de symbiose entre les États pour créer de la valeur des données en leverageant et en s'appuyant sur des clouds distribués nationaux. Là, il y a véritablement quelque chose à faire. Alors, quand même, ce que je veux signaler ici, c'est que l'Afrique ne déroge pas à tout ce mouvement des technologies d'impact. Et là, cette vue de Gartner sur le cycle de maturité des technologies d'impact en informatique et télécommunications, ça répond aussi au point que je viens d'évoquer. L'informatique de capture des données aux extrémités, les technologies permettant de construire une agriculture intelligente, des villages, des villes intelligentes, l'agrégation des données pour une informatique éco-responsable dont on comprend les données, la notion de bureau à l'usage, qui leverage des technologies de cloud, le stockage en cloud public national, les diagnostics de santé à distance, les solutions de reprise en cas de sinistre et bien sûr les nouvelles générations de réseaux. Tu as parlé effectivement tout à l'heure de télécommunications qui sont essentielles avec 5G et Wi-Fi, sans oublier du reste toutes ces technologies de dématérialisation des paiements qui sont supportées par des outils de sécurité, de portefeuille mobile et de blockchain sont clairement dans le hype des technologies ICT en Afrique. Et on voit une évolution très, très rapide. C'est une opportunité qu'il faut savoir saisir. Alors, un exemple. Un exemple, parce que c'est vrai que c'est bien de parler de tout ça, mais à un moment donné, il faut revenir les pieds sur terre et dire qu'est-ce qu'on fait. Et eh bien, quand on combine un petit peu toute cette vision, nous sommes en train de travailler sur un framework de déploiement de cloud national pour un pays. Et nous sommes engagés sur actuellement un, et on commence avec un deuxième pays en Afrique, pour avoir une initiative de hub digital pour l'Afrique. Donc, qu'est-ce que c'est un hub digital? C'est une infrastructure réseau et cloud, et là on fait ça avec Intel, qui va proposer de l'infrastructure à service, des plateformes à service, du software à service et également du réseau as a service, en respectant la souveraineté nationale, en facilitant la migration des applications vers le cloud, et le tout avec un support critique. Alors, les objectifs, c'est de réduire la fracture digitale, bien sûr, c'est aussi de fournir un accès libre pour les citoyens aux ressources gouvernementales, locales et nationales, et j'insiste sur le local aussi, puisque la vie se passe aussi dans les villes, dans les villages, dans les communautés, et il faut prendre ça en compte. Il faut fournir en mode cloud des services gouvernementaux, ICT, e-education, e-santé, créer autour de cette plateforme un écosystème d'acteurs publics et privés pour le développement de l'économie par le digital et fournir un modèle de paiement à l'usage pour les services marchands. Alors, une chose, donc, bien sûr, parce qu'on va mettre à disposition des ressources en mode cloud national, on va permettre la diffusion du contenu, utiliser aussi des technologies à faible latence, qui vont répondre aux problèmes de latence qu'on peut rencontrer dans certaines zones. Mais il y a une chose très, très importante sur laquelle j'insiste. Quand on attaque une transformation digitale, le cloud est souvent là, les télécommunications sont souvent là, la manière de faire le code est souvent là. Maintenant, il faut penser à comment l'offre et la demande vont se rencontrer. Et là où j'insiste très, très souvent avec nos clients et les organisations avec qui nous discutons, c'est que pour que l'offre et la demande se rencontrent, il faut que les projets soient pensés avec une plateforme digitale pour l'effectuer dès le départ. C'est-à-dire qu'on peut proposer des services publics privés, mais il faut pouvoir les agréger et distribuer du contenu, des applications et des services. Il faut des interfaces qui sont orientées comportement humain. Et on sait que d'un pays à l'autre, la manière d'interagir avec les technologies de l'information peuvent être différentes. Et puis, il faut un réseau de distribution du contenu. Ce qui est très, très important, c'est de pouvoir offrir une plateforme cloud nationale qui va prendre en compte les problématiques de télécommunication, donc avec des réseaux qui peuvent être à faible latence, et nourrir cette plateforme avec du contenu dans les secteurs que je viens d'évoquer, que ça peut être marchand ou non marchand, la santé, etc. Et surtout, pouvoir permettre de distribuer ce contenu et faire en sorte que l'offre et la demande puissent se rencontrer. Alors, ça, c'est une des expériences que l'on mène en Afrique. Maintenant, je crois qu'il y a des réalisations aussi très, très concrètes avec les nouvelles technologies qui se sont passées. Donc, si tu peux nous en dire un mot, Christophe, ça serait sympa. Oui, tout à fait. Alors,
tu viens d'expliquer. Je pense que c'est super important de comprendre qu'on a effectivement des clouds qui sont des clouds nationaux sur lesquels on travaille beaucoup. Et puis derrière, on a des projets très concrets. Là, on est dans le cadre d'un telco sur l'Afrique qui avait décidé de mettre en place effectivement le déploiement de containers. Alors, pourquoi il déploie des containers? Pas pour se faire plaisir, mais tout simplement pour avoir la capacité de répondre à la demande au niveau de ses clients. Le business lui a demandé d'avoir une agilité supérieure. Et quand on se retrouve à mettre en place une nouvelle infrastructure, on a des vrais challenges. Donc, si je prends cet exemple, et c'est pour ça que cet exemple, pour moi, il est très intéressant, c'est qu'on a à la fois une demande qui vient du business à accélérer, à aller de plus en plus vite, et puis derrière, on a besoin, pour le faire, de mettre en place de la technologie. Cette technologie, elle s'appuie sur différents types de solutions. Bien évidemment, on va parler de stockage, on va parler de serveurs, de compute, de calcul, on va parler de logiciels, et le but, c'est d'avoir la capacité de déployer des containers en moins de 2 heures. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a réussi. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ce client, il est capable de mettre en place des services beaucoup plus vite que s'il était capable de faire avant. Alors, bien évidemment, là, si on parle de ça, on va parler de la donnée. Et la donnée, les données de ce client, elles étaient critiques. Et surtout, elles n'étaient pas optimisées dans le sens où il ne les utilisait qu'à un très faible pourcentage pour créer de l'intelligence. Donc, le but, ça a été d'accélérer justement cet accès à la donnée et de gagner en efficacité à travers une infrastructure qui allait lui permettre justement de traiter plus rapidement et donc d'avoir la capacité de délivrer des services à baser sur cette donnée pour être plus efficace. Et quand on parle de telco, vous savez très bien que la notion de temps réel est vraiment essentielle. Quand on regarde les défis qui étaient liés à l'IT dans ce contexte, le premier sujet, c'était la complexité de l'infrastructure. Tout le monde est capable de gérer de l'infrastructure, mais quand on empile les couches, quand on empile les constructeurs, on se retrouve avec une complexité qui devient de plus en plus difficile à gérer. Et puis derrière, l'urgence, la capacité de mieux gérer la productivité, d'avoir cette capacité d'être réactif, d'être proactif potentiellement, était aussi un point clé. Et puis souvent, les silos de données, vous savez ce que c'est, on a des données qui viennent de partout, ces données ne sont pas interconnectées, et du coup on perd vraiment de l'intelligence par rapport à ces données. Et souvent aussi, malheureusement, on a une infrastructure qui est tellement complexe qu'on va avoir besoin d'avoir des personnes suffisamment compétentes et c'est un problème parce que ça limite l'innovation. Alors, comment on peut faire pour justement répondre à ces défis qui sont liés à l'IT? Eh bien, en fait, on a besoin d'avoir une vraie stratégie concernant cette donnée. Et cette stratégie, elle est basée sur ces piliers. Elle doit être toujours opérationnelle, toujours rapide, c'est-à-dire on doit toujours avoir une vraie agilité quand on va la gérer. On doit automatiser au maximum et ça doit être de plus en plus à la demande. Ça doit être hybride, ça veut dire qu'on doit dès le départ penser à avoir une infrastructure va être capable de soutenir la capacité de mieux gérer cette donnée. Et puis derrière, on va essayer de mettre en place une intelligence globale. Alors quand on parle d'intelligence globale, de quoi on parle? Tout simplement, chez Hewlett Packard Enterprise, on a décidé de mettre en place une offre qui va nous permettre de gérer l'ensemble des éléments du data center, des briques physiques, logicielles, mais aussi les briques qui sont les couches hautes, à travers un moteur d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'être beaucoup plus proactif par rapport à tout ce qu'on va voir dans le data center. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, comment ça se passe? C'est très simple. L'ensemble des briques qui vont être dans le data center vont avoir en fait des sensors et ces sensors vont pouvoir donner des informations à travers une intelligence artificielle et un énorme data center qu'on a chez Hewlett Packard Enterprise. Ne vous inquiétez pas, on ne parle pas des données clients, on parle des sensors qui peuvent être des sensors de géométrie, de configuration des environnements. Et grâce à ça, on va être capable d'être beaucoup plus proactif par rapport à l'environnement de production. On va proposer à nos clients des modèles pour optimiser l'environnement. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on va complètement changer la donne. L'interaction va venir en fait de l'infrastructure vers l'administrateur, l'utilisateur, qui va lui faire des choix par rapport à ses préconisations. Et si je puis me permettre, c'est pas que choisir quelle configuration, mais c'est aussi prévenir toutes les opérations de maintenance et simplifier dramatiquement toutes les opérations de maintenance. Tout à fait. Donc, un exemple qui est très parlant, et vous allez le voir, c'est très simple. La fameuse machine virtuelle qu'on a créée, là, vous savez, les machines virtuelles, c'est comme les petits lapins. On en met 2 dans une pièce, puis à la fin, on en a 500. Et ben, les machines virtuelles dans le data center, c'est pareil. Et quand on en a une qui prend beaucoup de ressources, souvent, on a beaucoup de mal à l'identifier. Cette intelligence artificielle, elle va être capable de déterminer quelle est la machine virtuelle qui va impacter le data center, qui va créer de la latence. Et elle va aussi proposer des solutions.
Et cette intelligence globale, chez nous, ça s'appelle HPE InfoSight, et c'est la stratégie du Hewlett Packard Enterprise. Et cette stratégie, elle va être présente, comme vous le voyez ici, sur l'ensemble du portfolio stockage, mais aussi l'ensemble du portfolio serveur. Et derrière, quand vous regardez les dernières technologies type HPE Primera, qui sont les baies haut de gamme qu'on a chez Hewlett Packard Enterprise, ou sur lesquelles on est capable de garantir 100% de disponibilité, elles sont développées complètement autour d'HPE InfoSight, et cette intelligence artificielle va vraiment apporter une valeur à nos clients. Et là où on commence à avoir une vision chez Hewlett Packard Enterprise qui va vraiment vous intéresser, c'est quand on va parler du data center. Notre but à nous, c'est vraiment d'avoir un data center qui est complètement autonome, une autogestion complète de l'infrastructure, où vous, en tant qu'administrateur et gestionnaire de cette infrastructure, vous allez non plus penser à ce qui se passe dans le data center, mais ce qui va se passer après. Et ça veut dire que cette vision va complètement changer votre vie. Vous allez avoir beaucoup plus de proactivité et surtout, vous allez pouvoir agir sur les nouvelles technologies. Et ça nous permet justement de travailler avec des clients et sur la mise en place des containers, parce qu'ils vont pouvoir se focuser justement sur ce point. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe justement chez nos clients, on a beaucoup de clients qui utilisent toujours des applications traditionnelles. Ces applications traditionnelles, elles sont aujourd'hui en train d'être cloudifiées et on commence à parler de plus en plus de modèles de type DevOps, on peut parler d'interaction entre le private cloud et le public cloud. Et on a depuis 2006 déployé en fait une stratégie qui s'appelle Composable Infrastructure. Et on a sorti il y a quelques années, en 2016, une offre qui nous a permis justement de parler de Composable Infrastructure. Alors, Xavier, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est Composable Infrastructure? Je peux me permettre de te présenter ça en 3 slides, 3 clics? Ouais, s'il te plaît, parce que là, je pense qu'il faut être un peu rapide. Alors, super. Le premier point qui est un point clé, les pools de ressources. Dans un data center, on va avoir du stockage, du réseau et du compute. Et tout ça, ça crée des pools de ressources. Alors, très bien, mais comment je vais optimiser cette gestion des pools de ressources? Comment je vais utiliser, en fait, le stockage, de pouvoir l'utiliser à un instant T, et quand je l'utilise pas, le remettre à disposition d'autres personnes. Donc, ce que tu nous dis là, c'est qu'en fait, on parle plus d'ordinateur, hein. On parle de pool de ressources, de compute, de stockage, de réseau. Le concept d'ordinateur a disparu. Alors, on est dans le data center et on a des unités de process de stockage et on ne parle pas d'ordinateur, il n'y a pas de logique, il n'y a rien. Voilà, tout est mis à disposition. Et pour l'utiliser, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute du software defined. Ce software defined, c'est chez nous HPE OneView, une couche logicielle qui va nous permettre d'aller choisir du stockage, du compute, de l'utiliser, de le relâcher et donc du coup d'optimiser l'utilisation de l'infrastructure. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va acheter uniquement ce dont on a besoin. On ne va pas acheter plus avec des environnements qui vont dormir dans le data center et qui vont coûter beaucoup et qui vont consommer. Et la consommation, on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel il faut faire attention. Mais là où on va encore un peu plus loin… Attends, je voudrais juste t'interrompre un instant. Ça veut dire qu'au lieu d'acheter, comme on voit certains clients le faire, 150% de serveurs, 150% de leur capacité de serveur, tu veux dire que là, ils pourraient s'arrêter peut-être qu'à 105% et ne pas acheter plus que ce qu'ils doivent consommer parce qu'on va savoir très très bien gérer cette consommation. Mais ça va même au-delà de ce que tu dis, c'est exactement ça. On peut même voir certains clients non pas acheter 105, mais acheter 80. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir besoin de ces 100% à un instant T, mais qu'en moyenne, ils vont avoir 80%. Et on va pouvoir faire du balancing entre toutes les données, toutes les infrastructures qu'il y a dans le data center. Exactement. Et quand on va au-delà, c'est quoi? C'est avoir cette notion de discuter avec les développeurs. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une offre qui va nous permettre, à travers une API unifiée, de dialoguer avec l'infrastructure en ligne de code. T'imagines, Xavier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'infrastructure de mon data center, je vais communiquer en ligne de code. Ça veut dire que les couches hautes, les logiciels qui sont au-dessus, vont pouvoir aller chercher cette infrastructure à travers des lignes de code. Alors ça, c'est très important. C'est très, très important parce que je parlais tout à l'heure des évolutions des applications en mode cloud et de comment on développe en cloud natif. Et quand on fait du développement en ce qu'on appelle en cloud natif, on fait des appels à des API en permanence, on développe ce qu'on appelle des microservices. Et donc, tout ça repose sur un écosystème de fournisseurs logiciels, de technologies qui sont très, très disparates et qui sont très précises par rapport à ce que l'on veut faire. Alors, ce que vous pouvez comprendre maintenant, c'est que si on a ces pools de ressources, si on a effectivement cette capacité à gérer les ressources, il faut aussi qu'on sache immédiatement se connecter avec tous ces gens qui développent en cloud natif et qu'on leur fournisse l'API, une interface de programmation d'application, pour qu'ils voient toute cette infrastructure comme une ligne de code.
Et c'est Exactement. exactement de ça dont est en train de parler Christophe. Alors, ce qui est assez bluffant, c'est que l'infrastructure composable, c'est quoi? C'est donc une infrastructure physique dans un data center, la capacité avec du software defined de gérer et d'optimiser ses ressources, de consommer uniquement ce qu'il faut, de ne pas mettre de l'infrastructure en trop, donc d'être efficace financièrement sur la consommation de l'infrastructure et de mettre à disposition une API qui va justement permettre aux développeurs de travailler sur cette infrastructure. Alors évidemment, chez nous, ça nous permet quoi? C'est exactement ce que tu as dit, Xavier, avoir une vraie automatisation et donc travailler à la vitesse du cloud et avoir une infrastructure qui va être capable de gérer tout type de workload, puisqu'on va être très ouvert sur l'infrastructure et de fonctionner en mode DevOps. Et ben ça, c'est du cloud privé que vous pouvez avoir chez vous, mais qui va être à la vitesse du cloud et derrière avec énormément d'agilité par rapport à tout ce que vous pouvez faire au niveau business. Et par rapport à la chaîne dont j'ai parlé tout à l'heure, ce type d'architecture, on peut la déployer aux extrémités pour capturer l'information et le traiter en mode cloud. On peut le mettre dans son data center en cloud privé, bien sûr. Et puis, ça peut être l'arme massive pour véritablement fournir un service provider national qui va permettre, en utilisant tout ceci, de dialoguer avec ces différents clouds. Correct? Exactement. Exactement. Et en plus, ce qui est super intéressant, ce qui est passionnant, c'est que là, je vous donne un exemple. Donc là, c'est notre offre HPE Synergie qui, vous le voyez, est très évolutive en mode bled, d'accord, et qui va donc avoir la capacité de gérer des très gros data centers. Mais on a la même chose en utilisant des serveurs en rack. Cette API, elle fonctionne aussi avec des serveurs classiques. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de nos clients qui avaient aussi une infrastructure vont pouvoir se mettre grâce à cette API, grâce à cette HPE OneView, dans ce modèle-là, et donc travailler déjà pour le futur. Alors, si on regarde un petit peu justement, et moi, Avant qu'on parle de ça, il y a quand même un truc que je voudrais qu'on évoque. Parce que le cloud, c'est aussi la sécurité. Et on a parlé de notre hardware, on a parlé de ça, on a parlé de nos serveurs qui deviennent finalement des composants de compute, mais est-ce qu'on n'a pas fait quelque chose d'assez extraordinaire avec nos serveurs d'un point de vue sécurité? Parce que quand on va aller shipper un serveur en Afrique, il faut être sûr que ce soit le bon serveur qui arrive, qu'il n'a pas été, je dirais, au travers du voyage, envoyé ailleurs, et que ce soit le mauvais qui arrive, que le BIOS n'ait pas été compromis, que tous ces facteurs-là. Parce que quand on parle de cloud, sécurité compte beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on a à nos dispositions pour ça? Très bonne remarque, Xavier. Effectivement, j'en ai pas parlé. Donc, la stratégie du Hewlett Packard Enterprise depuis l'avènement du Proliant, vous savez, aujourd'hui, on est leader. Les dernières annonces de IDC sur les parts de marché serveur HPE est leader. Ça a été de travailler sur la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a de base dans tous nos serveurs développé un microchip, d'accord, qui s'appelle ILO. Et dans ce microchip, qu'est-ce qu'on a fait? On a tout simplement intégré la sécurité dans un microchip qui est développé par HPE. Certains constructeurs, faites attention, construisent des microchips, mais souvent ne les construisent pas. Ça veut dire qu'ils s'appuient sur des fournisseurs tiers. Et nous, ce que ça nous a permis, c'est d'avoir la capacité de mettre en place ce qu'on appelle le Silicon Root of Trust. Ça veut dire que dans tous nos serveurs, tout serveur qui sortira d'une usine HPE, on aura la validation lors de le démarrage du serveur que ce serveur n'a pas été compromis lors de la fabrication, la livraison et l'installation. On aura la validation lors du boot que ce serveur n'a jamais été démarré. Deuxième point, un point important, si vous avez une attaque, un ransomware, un rançon logiciel, comme on dit maintenant, vous êtes capable à tout instant de revenir sur un état initial puisqu'on a un firmware qui va être directement intégré sur ce microchip. Ça veut dire quoi? C'est que ce firmware, il est dans le dur. Il ne peut pas être corrompu puisqu'il est en hard sur ce serveur. Et ça, c'est hyper important parce qu'à tout instant, vous êtes capable de revenir dans un état initial. Et ça, c'est complètement maîtrisé. C'est de la IP, intelligence HPE, uniquement et depuis le début. On est les seuls constructeurs à avoir cette IP sur ce type de fonctionnalité. Et Xavier, juste pour en parler, quand on parle de sécurité dans le data center, il y a la semaine dernière en Europe, en France, pour pas le nommer, un très grand fournisseur de cloud qui a eu un souci, un data center qui a brûlé. Et effectivement, un des points clés sur ces environnements-là, c'est aussi la sauvegarde. Si le data center brûle, mais que les clients qui utilisaient les data dans le data center n'avaient pas mis en place de sauvegarde sur un autre data center, ils se retrouvent confrontés avec des contraintes qui sont des contraintes de pas de sauvegarde, donc pas de restauration, et à la fin, ils perdent leurs données. La partie restauration et sauvegarde est aussi intégrée dans la stratégie HPE. On a toute une offre qui nous permet de faire ça. Donc, la sécurité, elle est partout, dans les serveurs, mais aussi, bien évidemment, dans la mise en place de solutions de sauvegarde, double data center.
Merci Xavier, c'est un point, je pense, effectivement, qui est clé et surtout qui est un point fort de Hewlett-Packard Enterprise. Alors, tout à l'heure, on parlait d'écosystème. Bon, là, je me suis un peu amusé. J'ai été sur le Cloud Native Foundation qui met en place, et je vous invite d'ailleurs à y aller. J'ai laissé les liens dans la présentation que vous allez avoir. Mais donc, la première question que je vais vous poser, Xavier, toi qui vois beaucoup mieux que moi, est-ce que tu as trouvé le logo HPE? Moi, je sais où il est. Et bien évidemment, il est là. Mais bien évidemment aussi, Hewlett-Packard Enterprise, aujourd'hui, notre stratégie est de travailler bien évidemment avec l'ensemble de l'écosystème. Et l'écosystème, il est là et on travaille avec eux et on supporte. Et derrière, cet écosystème, c'est un écosystème logiciel, mais pas que, puisque quand on est en Afrique, on travaille chez Hewlett-Packard Enterprise avec nos partenaires et vous pouvez trouver dans tous vos pays tous les partenaires certifiés HPE. Là, vous voyez les partenaires Gold, Platinum qui sont validés en fonction de leur niveau, bien évidemment. Donc, vous pouvez les retrouver, vous pouvez nous contacter, on vous mettra en relation avec ces partenaires qui ont besoin et qui d'ailleurs en ce moment sont toute cette semaine en formation sur tous les produits HPE sur un environnement, sur un événement virtuel qui s'appelle TSS. Mais les partenaires, c'est les partenaires revendeurs, mais pas que. Et je pense que Xavier était une belle chose à nous raconter, une belle histoire à nous raconter à propos de Cloud 28+. Je sais que c'est ton bébé, donc dis-nous quelques mots sur ce. On parlait de plateforme digitale, oui, ça c'est la plateforme digitale que nous avons créée pour tout l'écosystème de Hewlett-Packard Enterprise au niveau mondial pour accélérer le travail entre les service providers, les éditeurs de logiciels, les systèmes intégrateurs, les VAR, et voir des gouvernements et des universités pour permettre à tout un chacun de créer plus facilement des solutions, pour permettre entre partenaires, pour permettre également à des utilisateurs finaux de trouver la bonne technologie, le bon partenaire et surtout d'entrer en contact et de créer tous ensemble ce qu'il faut faire pour réussir dans le cloud. Et c'est typiquement l'IP, la propriété intellectuelle qui est derrière cette plateforme digitale que nous utilisons également pour créer les plateformes digitales dont j'ai parlé tout à fait au début, de telle manière pour que dans la transformation digitale d'un pays, on puisse aller de l'avant avec la mise en relation de l'offre et de la demande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus de 1200 partenaires dans le monde, on a publié plus de 90 000 services, on est présent en, je ne sais plus, 7-8 langues, on syndique plus de 900 data centers dans le monde, et tout ceci, c'est un investissement de Hewlett-Packard Enterprise pour dynamiser l'écosystème autour des clouds nationaux. Ah, c'est vraiment bluffant. Et justement, si on parle de data center, on parle d'économie, on parle de consommation. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la stratégie justement du développement durable et de l'économie circulaire chez HPE? Avec plaisir, c'est une de mes passions et je suis tellement fier de Hewlett-Packard d'appartenir en tant que collaborateur de Hewlett-Packard Enterprise parce que le développement durable et l'économie circulaire doivent être intégrés dès le départ dans la transformation digitale. Ils doivent être intégrés dès le départ quand on conçoit des clouds. Pourquoi? Parce que si on ne le fait pas, les impacts demain en termes de consommation vont être complètement ahurissants. Et ça passe par un cercle vertueux. D'abord, on parle de sourcing. Le sourcing, c'est comment vous allez effectivement prendre vos ordinateurs, votre serveur, vos stockages. Comment vous allez consommer les ressources. Nous, à notre niveau, si on regarde un petit peu ce qu'on fait chez Hewlett-Packard Enterprise, en 2019, 41% de notre électricité opérationnelle venait des énergies renouvelables. Donc, on donne l'exemple. Je pense que pour vous aussi, c'est très important de voir en quoi le fournisseur de serveurs de stockage de réseau que vous allez choisir pour faire vos projets s'inscrit dans cette perspective. Ensuite, les produits. Ben oui, les produits eux-mêmes, nos serveurs, nos stockages, nos réseaux, ils doivent être performants. Et en 2019, par exemple, on a accru de 30% la performance énergétique, on a multiplié par 3 la performance énergétique de tous nos serveurs, stockage et réseaux par rapport à 2015. Et on veut, d'ici 2025, arriver à x30 cet accroissement de performance. Ensuite, ça passe par la supply chain. La supply chain, on sait que quand on construit quelque chose, eh bien, on va consommer du CO2. On va transporter. Eh bien, nous, en 2019, on a réduit nos émissions de transport de logistique de 29% quand on compare à 2016. Donc, là aussi, quand vous construisez vos projets, pensez à ça parce que c'est très important. Et puis, il y a toutes les opérations. Les opérations, il y a une chose catastrophique dans les opérations, c'est les déchets. Et là aussi, pensez aux déchets informatiques. Alors, les déchets informatiques, c'est pas que les déchets des ordinateurs qui deviennent obsolètes, c'est aussi le déchet des données. Comment vous allez véritablement mettre en place, et on revient sur ce circuit des données, comment vous allez pouvoir véritablement travailler sur toutes ces données. Les data centers,
bien entendu, c'est un vrai sujet. Comment optimiser le design d'un data center de telle manière à ce qu'il soit le plus efficient possible? Comment on peut introduire des nouvelles technologies, et pas que le solaire, mais également aussi tout ce qui va être autour de nouvelles techniques de data center, l'immersion de cooling ou ce type de choses. Le support, c'est très important. Le support, il faut arrêter de penser qu'il faut changer ses serveurs tous les 2 ans ou tous les 3 ans parce qu'on n'a plus les pièces détachées. Chez Hewlett-Packard Entreprise, nous avons pris ça en compte. Et ça vous permet d'avoir une projection sur la durée de l'utilisabilité de vos systèmes qui est très, très important. Et puis, il y a tout ce qui va être upcycling et recycling. Il faut savoir que chez Hewlett-Packard Entreprise, on collecte beaucoup d'ordinateurs usagés et on les recycle. Et en 2019, on a donné, par rapport à, je crois qu'on avait 4 millions d'assets en Europe qui ont été collectés, et on a donné une nouvelle vie, c'est-à-dire qu'on a reconstruit des ordinateurs avec 88% de tout ce que l'on a collecté. Alors pourquoi non, mais c'est fabuleux et c'est responsable. Alors pourquoi je parle de tout ça? C'est que je pense qu'il est aujourd'hui très grand temps que lorsqu'on a un projet informatique, on travaille avec des partenaires qui ont cette conscience. Parce que demain, l'effet boomerang peut être absolument catastrophique. En tout cas, sachez une chose, c'est qu'on est absolument chez Hewlett-Packard Entreprise impliqué dans toutes ces phases, ce cercle vertueux, pour dessiner ce qu'on appelle l'entreprise du futur, qu'on met à votre disposition de Edge to Cloud Platform as a Service Company. Voilà, je pense que c'était un plaisir d'être avec vous ce matin. On vous a mis quelques contacts à la fin si vous voulez nous rejoindre. Et Christophe… Christophe, il y a une question, je crois, aussi. Oui, merci à tous les deux. Je suis désolé d'être là pour vous presser sur le respect du temps, mais voilà, il y a un programme, un déroulé à suivre. Donc, ça sera la seule et unique question que nous pourrons prendre en direct, sachant que vous pouvez, je le répète, solliciter nos speakers à travers la plateforme pour des rendez-vous si vous avez vraiment des questions spécifiques. N'hésitez pas, Xavier et Christophe seront là. Donc, la question vient de M. Champega Sansima. Ne pensez-vous pas que l'absence de réglementation en Afrique en termes des données, à l'instar du RGPD en Europe ou du US Cloud Act aux USA, constitue un frein au développement des infrastructures digitales opérationnelles en respectant les normes de performance? Voilà. Alors, je répondrai directement à cette question en disant que oui, il y a un besoin et je crois que l'Afrique donne l'exemple également. La convention de Malabo est là pour ça. En tout cas, ça a été un premier début, la convention de Malabo. Aujourd'hui, vous êtes plus de 13 pays à l'avoir rejoindre sur la protection des données. Je crois que c'est un mouvement qui est en marche. On voit des initiatives de sécurisation, d'initiatives de protection de la donnée qui fleurissent un petit peu partout. Et je pense que c'est très, très, très bien. Il y a une chose sur laquelle je pense qu'il faut se pencher, c'est d'avoir à la fois une politique de gestion de la donnée qui soit bien définis tous ensemble au niveau de la réunion des gouvernements africains, de telle manière à ce que vous puissiez fluidifier l'échange intra-africain dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est certainement une réflexion qui, au-delà de ce qui se fait dans chacun des pays, doit pouvoir s'élever au niveau du continent pour favoriser le développement de cette intra-trade dont je parlais. L'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il faut toujours regarder la protection de la donnée dans un but d'efficience aussi. Se protéger, absolument. Et vous avez vu mon discours, il est véritablement de dire que la donnée, c'est le capital du futur et qu'il ne faut pas forcément la laisser partir dans des mains autres que les vôtres. Maintenant, je pense aussi qu'en termes de réglementation, ça doit se passer aussi par un dialogue État-organisation privée, puisque la gestion de la donnée va bénéficier à la fois aux entreprises, aux citoyens et au gouvernement. Donc, ça doit être une réflexion globale qui, bien sûr, doit s'appuyer sur des règles. Le RGPD, par exemple, a été là pour le faire. C'est une des choses qui a été faite en Europe. On voit que d'autres choses se passent, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique latine ou en Europe également, avec le gros projet Gaia-X auquel nous contribuons. Et vous avez tout à fait raison, il faut continuer à mettre en place les systèmes de policy rules, de règles au niveau de la gestion de la donnée, tout en pensant que on appartient tous, quand on est en Afrique, à un continent. J'en parle d'autant plus avec amour que j'y suis né, et que les pays doivent pouvoir se construire tous ensemble. Donc, il doit y avoir une réflexion globale également. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette conférence. Merci Christophe, merci Xavier, merci chers auditeurs. Restez en ligne. Vous n'avez juste qu'à rafraîchir
la page de manière à accéder tout de suite à la table ronde qui débute dans la minute. C'est une table ronde des acteurs du cloud et de la transformation digitale en Afrique. Donc, une table ronde tout à fait visionnaire et intéressante. Restez en ligne. Merci à vous deux. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.